J'ai organisé la réception de ma sœur, chez moi, pour sauver la situation. Quelques semaines plus tard, elle a tenté d'en faire sa nouvelle maison. Mes parents ont pris son parti. Alors, je les ai rayés de ma vie. 3 ans de nuits blanches, d'innombrables sacrifices, et une montagne de dettes étudiantes avaient enfin payé. À 32 ans, j'étais passé d'architecte junior à chef de projet senior chez Henderson & Associates, l'un des cabinets les plus prestigieux de Chicago. Cette promotion s'accompagnait d'un salaire qui m'a permis de verser un acompte sur une maison de style craftsman avec 3 chambres à Lincoln Park, le quartier de mes rêves, depuis mon arrivée dans la ville à 23 ans. La maison nécessitait des travaux, mais j'aimais chaque carreau fissuré et chaque installation démodée. J'ai passé 6 mois à la rénover moi-même les week-ends, regardant des tutoriels YouTube jusqu'à 2 heures du matin, apprenant à poser des crédences en carrelage métro et à rénover des parquets. Mon petit ami de l'époque, Marcus, pensait que j'étais folle. Il voulait que j'engage des entrepreneurs, et que je passe mon temps libre avec lui. Nous avons rompu, 4 mois après le début des rénovations. La maison, elle, est restée. Quand j'ai eu fini, l'endroit ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un magazine de décoration. La cuisine avait des placards shaker blancs sur mesure, des comptoirs en quartz, et un évier de ferme que j'avais trouvé dans une vente successorale. Le salon mettait en valeur un mur de briques apparentes que j'avais méticuleusement nettoyé, des moulures d'origine que j'avais restaurées, et une cheminée que j'avais convertie du bois au gaz. Le jardin est devenu ma fierté, une petite oasis avec des guirlandes lumineuses, une terrasse en pierre, des jardinières surélevées, et une pergola que j'avais construite de mes propres mains. J'ai organisé exactement 3 dîners, avant que tout ne s'effondre. Ma sœur, Vanessa, a appelé un mardi soir, fin avril. J'examinais les plans d'un nouveau projet immobilier mixte, lorsque son nom s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. Nous n'étions pas particulièrement proches. Elle avait 28 ans, 4 ans de moins que moi, et nous avions grandi dans des mondes complètement différents, bien que partageant les mêmes parents. Vanessa est tombée enceinte à 19 ans, et a épousé Kyle 6 mois plus tard. Ils avaient maintenant 3 enfants, Madison avait 8 ans, Tyler en avait 6, et Olivia venait d'avoir 4 ans. Bula, j'ai besoin de ton aide. Sa voix avait cette pointe de panique particulière, que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Le lieu de la réception a annulé. Ils nous ont doublement réservés, et apparemment, l'autre couple a versé son acompte en premier, alors nous sommes fichus. Le mariage est dans 3 semaines. J'ai fermé mon ordinateur portable. Attends, quoi? Comment un lieu peut-il simplement annuler, 3 semaines avant un événement? Ils prétendent qu'il y a eu un problème de communication avec leur système de réservation. Peu importe. Le fait est que nous n'avons pas de lieu, pas de plan B, et 200 personnes qui s'attendent à une réception le 27 mai. Tu ne peux pas trouver un autre lieu. Vanessa a ri amèrement. As-tu déjà essayé de réserver quelque chose dans la banlieue de Chicago, avec 3 semaines de préavis? Tout ce qui est décent est pris. Le reste, c'est soit un gymnase, soit ça coûte plus cher que ce que Kyle gagne en 6 mois. C'est là que j'aurais dû dire non. J'aurais dû offrir ma sympathie, suggérer des alternatives, peut-être même aider à passer des coups de fil pour trouver d'autres options. Au lieu de cela, je me suis entendu dire « et ma maison ». Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. Ta maison? Le jardin est assez grand. On pourrait installer des tentes, louer des tables et des chaises, faire appel à des traiteurs. Ce ne serait pas la grande salle de bal que tu avais prévue, mais ça pourrait être sympa, intime. Bula, tu es sérieuse? Oui, je veux dire, c'est ta réception de mariage. La famille s'entraide, non? Cette dernière phrase était quelque chose que notre mère, Patricia, nous avait inculqué depuis l'enfance. La famille passe avant tout. La famille se sacrifie pour les siens. La famille ne tient pas les comptes. Avec le recul, j'ai réalisé que maman n'invoquait ces principes que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose de moi. Mais à l'époque, il sonnait comme une vérité d'évangile. Vanessa a fondu en larmes. Oh mon Dieu, tu me sauves la vie. Kyle va devenir fou. C'est parfait. Tu es la meilleure sœur du monde. Nous avons passé les 2 heures suivantes au téléphone à discuter de la logistique. Elle voulait un cocktail dans le jardin, avec un dîner principal sous une grande tente. La danse se ferait sur la terrasse. Elle s'occuperait de tous les fournisseurs et des locations, mais je devrais préparer la maison pour 200 invités, qui allaient et venaient pendant 6 heures.
Les 3 semaines suivantes ont été un tourbillon de préparatifs. J'ai pris 2 jours de congé pour nettoyer à fond chaque surface, louer des sanitaires supplémentaires pour le jardin, coordonner avec les fournisseurs de Vanessa, et gérer la logistique du stationnement pour 200 personnes dans un quartier résidentiel. J'ai obtenu une autorisation spéciale de la ville pour des restrictions de stationnement temporaires. J'ai taillé les haies, nettoyé la terrasse au nettoyeur haute pression, retouché la peinture de la pergola, et planté des fleurs supplémentaires pour que tout soit parfait pour les photos. Mes parents sont passés 2 fois pendant cette période, les 2 fois pour vérifier les préparatifs plutôt que pour aider. Papa, Robert, était un expert en assurance à la retraite, qui passait le plus clair de son temps à jouer au golf. Maman avait travaillé comme hygiéniste dentaire jusqu'à ce que Vanessa tombe enceinte, puis elle avait démissionné pour aider à élever Madison. Elle n'a jamais repris le travail. C'est merveilleux, ce que tu fais pour ta sœur, a dit maman lors de sa 2e visite, en inspectant le jardin avec approbation. Tout le monde ne serait pas aussi généreux. Ce n'est qu'une maison, ai-je répondu, en ajustant une des guirlandes lumineuses. C'est plus que ça. C'est un sacrifice. Vanessa était si inquiète de décevoir la famille de Kyle. Sa mère faisait déjà des commentaires sur le fait qu'il ne pouvait pas se permettre une réception digne de ce nom. J'ai serré les dents. La mère de Kyle, Donna, avait un avis sur tout et le partageait librement. Le fait que Vanessa et Kyle organisaient une cérémonie de renouvellement de vœux et une réception, célébrant 10 ans de mariage plutôt qu'un premier mariage, semblait échapper au jugement de Donna. On aurait pu penser qu'après une décennie, elle serait encourageante, mais au lieu de cela, elle se plaignait constamment des dépenses et du spectacle. La réception elle-même s'est déroulée à la perfection. Le temps a coopéré, avec un ciel ensoleillé et une légère brise. L'entreprise de tente est arrivée à 6 heures du matin pour l'installation. Les traiteurs ont transformé ma cuisine en zone de préparation pour les amuse-gueules et le dîner buffet. Le DJ s'est installé sur la terrasse. À 15 heures, lorsque les invités ont commencé à arriver, ma maison ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un magazine de mariage. Je portais une robe bleu marine et j'ai passé la majeure partie de la soirée à m'assurer que tout se déroule sans accroc, dirigeant les invités vers les toilettes, aidant les traiteurs à trouver de la glace supplémentaire, et agissant essentiellement comme une coordinatrice officieuse. Vanessa avait l'air heureuse, Kyle avait l'air soulagé, et maman a pleuré pendant la moitié des discours sur la famille et l'engagement. Vers 22 heures, après que la plupart des invités soient partis et qu'il ne reste que la famille proche pour le nettoyage, Vanessa m'a serré fort dans ses bras. Je ne pourrai jamais te remercier pour ça. Tu n'as pas besoin de le faire. Je suis contente que ça ait fonctionné. Non, sérieusement. Tu as rendu tout ça parfait. Même la mère de Kyle a dit qu'elle était impressionnée. Et crois-moi, cette femme n'est jamais impressionnée. Je suis partie épuisée mais satisfaite. C'est ce que faisait la famille. On était là les uns pour les autres. La société de location a récupéré la tente et les tables le lendemain matin. Les traiteurs avaient déjà nettoyé la cuisine la veille au soir. Le lundi soir, ma maison avait retrouvé son aspect normal, avec seulement l'herbe légèrement piétinée dans le jardin pour témoigner de ce qui s'était passé. 2 semaines plus tard, un samedi matin, j'étais chez Home Depot en train d'acheter du matériel pour un nouveau projet, installer des étagères flottantes dans mon bureau quand Vanessa a appelé. « Salut, qu'est-ce que tu fais ?»« Des courses. »« Pourquoi ? Tu es à la maison plus tard ? » ?»« Genre vers midi ? » ?»« Je devrais. »« Pourquoi ? » ?»« Pour rien. Je voulais juste passer avec les enfants. » Il n'arrête pas de demander à voir ton jardin. Quelque chose dans son ton me semblait étrange, mais je ne pouvais pas dire quoi. Bien sûr, passez. Je préparerai le déjeuner. Ils sont arrivés à 12h30, dans le pick-up de Kyle, qui était rempli de boîtes et de sacs. Je les ai accueillis à la porte, confuse. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh, juste quelques affaires qu'on déplace, dit Vanessa d'un air détaché, poussant les enfants devant moi dans la maison. Madison, Tyler, allez explorer le jardin. Olivia, reste avec maman. Kyle a commencé à décharger des boîtes sans me regarder. J'ai suivi Vanessa dans le salon. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'est assise sur mon canapé, faisant rebondir Olivia sur son genou. Alors, voilà. Notre propriétaire vend la maison que nous louons. Il nous a donné un préavis de 60 jours, la semaine dernière. Mon estomac se noie. D'accord, c'est nul, mais il y a plein de locations en banlieue. Pas vraiment.
Pas pour ce qu'on peut se permettre avec 3 enfants. Tout ce qui est dans notre budget est soit trop petit, soit dans des quartiers horribles, et avec le crédit de Kyle, on ne peut pas obtenir de prêt immobilier pour le moment. Je suis désolé, mais je ne vois pas pourquoi tu me dis ça en déchargeant des cartons de ton camion. Vanessa m'a regardé comme si j'étais volontairement obtuse. On a besoin de rester ici. Juste temporairement, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Quelques mois, tout au plus. J'ai éclaté de rire. Quoi? Non, absolument pas, Bula, allez. Tu as 3 chambres. Tu n'en utilises qu'une. Tu as cette immense cave qui est pratiquement vide. On ne te dérangerait pas, Vanessa, c'est ma maison, mon espace. Je ne tiens pas un hôtel. La famille ne fait pas payer de loyer, dit-elle, son ton passant de la supplication à la défensive. Et après ce que tu as fait en organisant la réception, je pensais que tu avais compris qu'on avait besoin d'aide. Organiser ta réception pour une seule journée, c'est complètement différent de faire emménager toute ta famille dans ma maison. Kyle est apparu à l'entrée, une boîte étiquetée et cuisine, casserole et poêle dans les bras. Où est-ce que je mets ça? Dans ton camion, dis-je fermement. Ça n'arrivera pas, le visage de Vanessa se durcit. J'ai déjà appelé maman. Elle pense que c'est une excellente idée. Tu as appelé maman avant de me demander? Je savais que tu rendrais les choses bizarres. Maman a dit que tu serais probablement réticente au début, mais que tu changerais d'avis une fois que tu réaliserais que c'était la bonne chose à faire. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. La bonne chose à faire? Vanessa, j'ai travaillé d'arrache-pied pour cette maison. Je l'ai rénovée moi-même. J'ai mérité chaque mètre carré. Tu ne peux pas simplement emménager parce que tu as des problèmes de logement. On est de la même famille, dit-elle, la voix montant. Tu es censé aider la famille. Je l'ai fait. Je t'ai prêté ma maison pour ta réception. Ça ne te donne pas le droit de vivre ici. Madison est entrée du jardin. Maman, c'est notre nouvelle maison. J'ai regardé Vanessa, incrédule. Tu leur as dit qu'ils emménageaient, avant même de me demander? Je leur ai dit qu'on pourrait rester chez Tante Bula pendant un certain temps. Kyle, sérieusement, commence à rentrer l'essentiel. Au moins les vêtements des enfants. Personne ne rentre rien du tout, dis-je, d'une voix assez vive pour faire pleurer Olivia. Vanessa se leva, secouant sa fille. Tu es égoïste. As-tu la moindre idée de la difficulté de notre situation en ce moment? Les heures de Kyle ont été réduites à l'entrepôt. Nos économies ont disparu. Nous avons 3 enfants qui ont besoin de stabilité. Alors vous auriez dû mieux planifier. Vous auriez dû économiser de l'argent, au lieu de dépenser 10 000 € en traiteur et en location pour une réception de renouvellement de vœux. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu, mais je ne pouvais pas les reprendre. Le visage de Vanessa est devenu pâle, puis rouge. C'est bas, même pour toi. Sortez. Prenez vos cartons et partez. J'appelle maman, dit Vanessa en sortant son téléphone. Appelle qui tu veux. C'est ma maison, et vous n'emménagez pas. Elle a bien appelé maman, juste là, dans mon salon, alors que je me tenais à 1 mètre d'elle. Je pouvais entendre la voix de maman, minuscule et aiguë, à travers le haut-parleur. Bula ne nous laisse pas rester, dit Vanessa, la voix brisée. Elle nous met à la rue. Passe-la moi, a exigé maman. Vanessa m'a tendu le téléphone. Je l'ai pris. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix était glaciale. Ta sœur a besoin d'aide, et tu lui tournes le dos. Elle est arrivée chez moi avec des cartons de déménagement, et s'attendait à emménager sans même demander. Ce n'est pas raisonnable. C'est ta famille. Tu as de la place. C'est ce qu'on fait. Non, c'est ce que j'ai toujours fait. Vanessa a besoin de quelque chose, je le fournis. Tu as besoin d'argent, j'en envoie. La voiture de papa tombe en panne, je paie les réparations. J'en ai fini d'être le distributeur de billets de la famille. C'est une façon dégoûtante de parler d'aider sa famille. Ta sœur a 3 enfants. Vas-tu vraiment les laisser à la rue? Ils ne seront pas à la rue. Il y a des refuges. Il y a des services sociaux. Il y a d'autres membres de la famille. Des refuges. La voix de maman est devenue stridente. Tu veux que tes nièces et ton neveu aillent dans un refuge? Je veux que Vanessa assume la responsabilité de sa propre vie, au lieu de s'attendre à ce que je règle tout.
Ton père et moi sommes très déçus de toi. Ajoutez ça à la liste, dis-je et je raccrochai. Vanessa pleurait, Madison pleurait, Olivia criait, et Tyler, sagement, était resté dehors. Kyle se tenait à l'entrée, l'air misérable. S'il te plaît, dit-il doucement. Juste quelques semaines. On trouvera quelque chose. J'ai failli céder. Kyle avait toujours été correct avec moi, et ce n'était pas vraiment de sa faute si Vanessa me traitait comme un service personnel de gestion de crise. Mais j'ai pensé à ce que les prochaines semaines ressembleraient, 3 enfants courant dans ma maison, mon bureau converti en chambre, mon sanctuaire soigneusement entretenu transformé en chaos. Je suis désolé, Kyle. Vraiment. Mais la réponse est non. Vous devez partir. Ils sont partis lentement, à contre-cœur, Vanessa me lançant des regards noirs tout du long, et Madison demandant sans cesse pourquoi tante Bula était méchante. Je suis resté sur le pas de ma porte et je les ai regardés s'éloigner, puis je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. La culpabilité m'a frappé immédiatement. J'ai versé un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, fixant le vide. Étais-je égoïste? Avais-je tort? Ce sont des questions que je me suis posées des dizaines de fois au cours des jours suivants. Mon téléphone a commencé à sonner à 18 heures. Maman. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 4 autres fois. Puis papa a appelé. Puis Vanessa. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fini la bouteille de vin. Le dimanche matin, j'avais 17 appels manqués et 32 messages textes. La plupart venaient de maman, des variations sur le thème de mon insensibilité et de mon égoïsme. Papa en a envoyé quelques-uns, moins agressifs mais toujours déçus. Les messages de Vanessa ont commencé par des supplications, et se sont terminés par du venin. Le dernier texto de Vanessa, envoyé à 2 heures du matin, disait « J'espère que tu es heureuse dans ta maison parfaite, toute seule. » Certaines personnes se soucient réellement de la famille. Lundi, au travail, je me suis plongé dans une nouvelle proposition de projet, reconnaissante de la distraction. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone personnel a sonné. Je l'avais rallumé ce matin-là. Numéro inconnu. J'ai répondu, Bula Thompson à l'appareil. Ici Sharon Kowalski, des services à la famille. Votre mère vous a désigné comme contact d'urgence, pour le placement temporaire en famille d'accueil de 3 mineurs. Pouvez-vous confirmer votre adresse et votre disponibilité? Mon sang se glaça. Je vous demande pardon? Votre mère a indiqué que les enfants de votre sœur pourraient avoir besoin d'un placement d'urgence, en raison de l'insécurité du logement. Nous menons une première prise de contact auprès des membres de la famille qui pourraient être en mesure de fournir un hébergement temporaire. Les enfants de ma sœur ne lui sont pas retirés. Ma mère vous manipule. Il y eut une pause. Pouvez-vous développer? J'ai expliqué la situation aussi calmement que possible. Sharon a écouté, puis a soupiré. Je vois. Merci d'avoir clarifié. Je vais noter cela dans nos dossiers. Pour ce que ça vaut, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Des membres de la famille qui tentent d'utiliser le système pour des conflits de logement. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture, sur le parking, et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, des larmes de colère. Maman avait réellement appelé les services de protection de l'enfance pour me forcer la main, pour me faire si peur que mes neveux et nièces soient retirés, que je finirais par céder et laisser Vanessa emménager. Ce soir-là, j'ai appelé chez mes parents. Papa a répondu. Oh, Bula, je suis content que tu appelles. Ta mère veut te parler. Passe-la moi. Il a dû entendre quelque chose dans ma voix, car il n'a pas discuté. Un instant plus tard, maman a pris le téléphone. Bula, Dieu merci. As-tu reconsidéré? Tu as appelé les services de protection de l'enfance pour Vanessa. Silence. C'est à ça qu'on en est arrivé? Tu essaies de me menacer avec le retrait de mes neveux et nièces. Je n'ai pas appelé pour la signaler. J'ai juste demandé des informations sur les options, s'ils se retrouvaient à la rue. Parce que tu voulais que je panique. Tu voulais que j'aie assez peur pour céder. As-tu la moindre idée de la folie de cet acte? Surveille ton ton. Je suis toujours ta mère. Non. Le mot est sorti, ferme et clair. Tu ne le es plus. Plus maintenant. Une mère ne manipule pas ses enfants. Une mère n'utilise pas ses petits-enfants comme des armes. C'est terminé. Excuse-moi.
J'en ai fini avec toi. Avec papa, avec Vanessa, avec tout ça. Tu veux que quelqu'un sauve Vanessa à chaque fois qu'elle fait de mauvais choix? Très bien. Fais-le. Mais laisse-moi en dehors de ça. Tu ne peux pas couper les ponts avec ta famille pour une chose aussi futile. Regarde-moi bien. J'ai raccroché. Puis, j'ai bloqué leurs numéros, maman, papa, Vanessa, Kyle, tous. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué leurs emails. J'ai changé mes contacts d'urgence au travail. Les semaines suivantes ont été étranges. Je m'attendais à me sentir coupable, à craquer et à débloquer tout le monde, à m'excuser et à arranger les choses. Au lieu de cela, je me suis sentie plus légère, libre, comme si j'avais porté un poids dont je ne réalisais pas qu'il m'écrasait, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ma tante Linda, la sœur de maman, a appelé 3 semaines plus tard. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Avant que tu ne raccroches, je n'appelle pas pour te faire la morale, a-t-elle dit immédiatement. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ta mère m'a donné sa version, mais je connais assez bien Patricia pour lire entre les lignes. D'accord. Je voulais juste dire que je comprends. J'ai coupé les ponts avec ma propre sœur pendant 2 ans, dans les années 90. Elle ne venait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, et j'en avais marre d'être son filet de sécurité. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu vas douter de toi. Les gens vont te dire que la famille, c'est tout. Que tu le regretteras. Que les liens du sang sont les plus forts. Ils ont tort. Parfois, la chose la plus saine que tu puisses faire, c'est de t'en aller. Est-ce que toi et maman vous êtes réconciliés? Linda a ri sèchement. Nous sommes cordiales maintenant. Agréables en surface. Mais nous ne sommes pas proches, et nous ne le serons jamais. Elle n'a pas changé. J'ai juste appris à l'accepter, à distance. Après avoir raccroché, je me suis senti validé d'une manière que je n'avais pas prévue. Linda était une femme qui avait réussi, heureuse, bien dans sa peau. Elle avait fixé des limites et elle avait survécu. Je le pouvais aussi. Le premier mois sans contact a été plus difficile que je ne l'avais imaginé, mais pas de la manière dont les gens m'avaient prévenu. Mes parents ou Vanessa ne me manquaient pas. Ce qui me manquait, c'était la version 2 que j'avais toujours espéré qu'ils deviendraient, la famille solidaire qui célébrait mon succès au lieu de m'en vouloir, qui respectait mes limites au lieu de les piétiner. Faire le deuil de personnes qui n'ont jamais vraiment existé me semblait absurde, mais la docteure Carson m'a assuré que c'était normal. Vous faites le deuil de la perte d'une possibilité, a-t-elle expliqué lors d'une séance. L'espoir qu'il puisse changer, que les choses puissent s'améliorer. Cet espoir vous maintenait attaché à une dynamique qui ne vous servait pas, le travail est devenu mon refuge. Le projet de développement mixte que je dirigeais a été approuvé, et soudain, je me suis retrouvé à gérer une équipe de 12 personnes et à coordonner avec des entrepreneurs, des fonctionnaires municipaux, et des investisseurs. Les journées de 16 heures laissaient peu de temps pour ruminer les drames familiaux. Ma patronne, Jennifer, m'a prise à part un après-midi, fin août. Tu sembles différente ces derniers temps, a-t-elle dit, sans méchanceté. Plus concentrée, plus confiante. Quoi que tu fasses, continue. J'ai failli rire. Couper les ponts avec des membres de famille toxiques n'était pas exactement un conseil de carrière standard, mais elle n'avait pas tort sur les résultats. Sans le fardeau émotionnel constant que représentait la gestion des crises de ma famille, j'avais de l'énergie à investir dans ma propre vie. Mes conceptions sont devenues plus précises, mes présentations plus convaincantes. Je ne partageais plus mon attention entre mes responsabilités professionnelles et la personne qui avait besoin d'être secourue cette semaine-là. J'ai aussi commencé une thérapie à cette époque. Non pas parce que je m'effondrais, mais parce que je voulais m'assurer de gérer tout cela sainement. La docteure Carson était une femme pragmatique d'une 50aine d'années, spécialisée dans les dynamiques familiales et l'établissement de limites. Vous avez fait exactement ce que vous auriez dû faire, m'a-t-elle dit lors de notre 3e séance. Votre famille a établi un schéma où votre succès était censé subventionner leur choix. Briser ce schéma était nécessaire pour votre propre bien-être. Mais c'est toujours ma famille. La famille, c'est ceux qui vous soutiennent, vous respectent, et veulent le meilleur pour vous. Les liens du sang ne qualifient pas automatiquement. C'est à vous de décider qui mérite une place dans votre vie. Ces séances m'ont aidé à cesser de me remettre en question. J'avais passé si longtemps à être la responsable, celle qui réussissait, celle qui réparait tout,
que je ne m'étais jamais demandé si ce rôle était juste ou durable. Il ne l'était pas. Eric et moi nous sommes rencontrés lors d'un atelier de jardinage communautaire en septembre. Je m'étais inscrite sur un coup de tête, voulant améliorer mes compétences en aménagement paysager. Il était là parce que son école lançait un programme de jardinage et il avait besoin d'idées. Nous avons fini par faire équipe pour la démonstration de compostage, riant de notre incompétence mutuelle à retourner le tas correctement. « Tu es architecte et tu n'arrives pas à trouver le bon ratio de matière brune et verte », a-t-il taquiné. « Je conçois des bâtiments, pas des systèmes de décomposition », ai-je rétorqué. « Quelle est ton excuse, professeur de sciences ? » J'enseigne l'anglais en 4e, en fait. La compréhension de texte ne couvre pas la chimie des sols. Nous avons pris un café après l'atelier, puis nous avons dîné la semaine suivante. En octobre, nous nous voyons régulièrement, et je me suis surprise à parler réellement de la situation familiale non pas pour chercher des conseils ou une validation, mais simplement pour partager mon histoire avec quelqu'un qui ne m'avait pas connu avant. Ça a dû être incroyablement difficile, a dit Eric devant un plat thaïlandais, un soir, après que je lui ai expliqué toute la saga. Te choisir, alors que tout le monde te dit que c'est égoïste. Tout le monde dans ma famille me dit que c'est égoïste. La plupart de mes amis pensent que j'ai bien fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai réfléchi à la question. Je pense que c'était nécessaire. Je pense que j'aurais dû le faire il y a des années. Je pense qu'il y a probablement un monde où j'aurais pu le gérer avec plus de grâce, mais honnêtement, je ne sais pas à quoi ça aurait ressemblé. Il n'était pas intéressé par un compromis. Il voulait un accès complet à mes ressources, ma maison, ma vie. Il n'y a pas de manière douce de dire non à ça. Eric a hoché la tête. Mon père ne me parle plus depuis 3 ans, parce que je n'ai pas repris l'entreprise de construction familiale. Il l'a pris comme une trahison personnelle. Ma mère appelle encore de temps en temps, mais c'est tendu. Je comprends. Ce n'est pas la même situation, mais je comprends le fait de choisir sa propre voie, même si ça déçoit des gens qui pensent posséder vos décisions. Avoir quelqu'un qui comprenait vraiment, qui ne sautait pas immédiatement sur le « mais c'est ta famille », c'était comme trouver de l'eau dans le désert. Nous ne nous sommes pas liés par un traumatisme familial, ce n'était qu'un aspect de notre relation. Mais ça a aidé qu'il ne voit pas mon choix comme choquant ou extrême. Octobre a apporté une complication inattendue. Mon entreprise a été invitée à soumissionner pour un grand projet de rénovation d'hôpital, ce qui serait excellent pour ma carrière, mais nécessitait une large sensibilisation de la communauté. L'hôpital se trouvait dans la banlieue où vivaient mes parents, où Vanessa et Kyle s'étaient installés. J'allais travailler à 20 minutes de chez eux, potentiellement pendant les 2 prochaines années. Jennifer a remarqué mon hésitation, lorsqu'elle m'a confié le projet. Un problème, a-t-elle demandé. Non. Enfin, peut-être. C'est compliqué. Je lui ai donné la version abrégée, rupture familiale, même banlieue, malaise potentiel. Elle a écouté attentivement. Penses-tu qu'il pourrait réellement interférer avec ton travail ? Ma mère pourrait se pointer à une réunion de quartier. Elle a un avis sur tout et aucun filtre pour le partager. Serait-elle perturbatrice ? J'y ai réfléchi. Maman aimait être la victime dans son récit, mais elle se souciait aussi profondément des apparences. Provoquer une scène lors de l'événement professionnel de sa fille pourrait lui donner une mauvaise image, ce qu'elle détesterait plus qu'elle n'apprécierait le drame. Probablement pas. Elle répandrait plutôt des rumeurs, essaierait de monter les membres de la communauté contre moi. Jennifer haussa les épaules. Alors, gère ça professionnellement. Si elle se présente, traite-la comme n'importe quel autre membre de la communauté. Si elle essaie de causer des problèmes, documente-le. Mais ne laisse pas la possibilité d'un malaise te coûter un projet qui pourrait faire ta carrière. Elle avait raison. J'ai accepté le projet de l'hôpital. La première réunion de quartier était prévue pour la mi-novembre, à la bibliothèque locale. Je me suis préparé de manière approfondie, présentation détaillée, rendus architecturaux, études de trafic, évaluation d'impact environnemental. Tout était impeccable et professionnel. J'ai porté mon plus beau tailleur et j'ai répété mes arguments jusqu'à ce qu'ils me paraissent naturels. Maman s'est présentée. Je l'ai vue dès que je suis entré dans la salle de réunion. Elle était assise au 3e rang, les bras croisés, à côté d'une femme que je ne reconnaissais pas. Lorsque nos regards se sont croisés, elle n'a ni souri ni fait de signe, elle m'a juste regardé avec une froide évaluation. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis forcé à me concentrer.
67 personnes étaient venues pour s'informer sur le projet de l'hôpital. Le fait que l'une d'entre elles soit ma mère, avec qui j'étais en froid, ne changeait rien à mon travail. La présentation s'est bien déroulée. J'ai expliqué les plans de rénovation, le calendrier, les avantages pour la communauté, et j'ai répondu aux questions sur la construction, le bruit, le stationnement, et les préoccupations environnementales. Maman n'a pas parlé, mais je sentais sa présence comme un poids physique. Pendant la pause, elle s'est approchée de moi à la table des rafraîchissements. Bula. Patricia. J'ai utilisé son prénom délibérément, et je l'ai vu tressaillir face à la distance que cela créait. Toujours aussi têtu, à ce que je vois. Toujours en train de respecter mes propres limites, oui. Ta sœur a dû emménager chez les parents de Kyle. 3 enfants dans un 2 pièces. J'espère que tu es fier de toi. J'ai versé du café, en gardant la main stable. Vanessa a fait des choix. Elle en assume les conséquences. C'est comme ça que fonctionne l'âge adulte. Tu es devenu cruel. Je suis devenu clair. Il y a une différence. J'ai pris mon café et je suis reparti, vers l'avant de la salle où mon collègue David préparait la deuxième partie de la présentation. C'était qui ? A-t-il murmuré. Personne d'important. Maman est partie avant la fin de la réunion. Je l'ai vu prendre son sac et son manteau, murmurer quelque chose à sa compagne, et se glisser par la porte latérale. Un soulagement m'a envahi, bien que j'ai gardé une expression neutre en continuant de répondre aux questions sur les caractéristiques durables du projet. La femme avec qui maman était assise s'est approchée de moi après la fin de la réunion. Madame Thompson, je suis Carol Henderson. Je fais partie du conseil d'administration de l'hôpital. Mon estomac se noie. Maman avait-elle réussi à atteindre un membre du conseil? Et était-elle apparentée au fondateur de mon cabinet? Le nom de famille commun me parut soudain de mauvais augure. Je voulais juste dire que votre présentation était excellente, complète, professionnelle, exactement ce dont nous avions besoin. J'ai particulièrement apprécié votre volonté de répondre directement aux préoccupations, plutôt que de les esquiver. Merci. Je crois que la participation de la communauté est cruciale pour des projets comme celui-ci. Carol a hésité. Je voulais aussi mentionner que je connais Patricia Thompson. Nous sommes dans le même club de lecture. Elle a fait quelques commentaires avant le début de la réunion, sur des désaccords familiaux. Je veux que vous sachiez que les affaires personnelles n'influencent pas l'évaluation professionnelle. Votre travail parle de lui-même. La gentillesse dans sa voix a failli me faire craquer. J'apprécie beaucoup. Pour ce que ça vaut, Patricia a suscité la sympathie dans notre cercle social, mais la plupart d'entre nous prenons ces tendances dramatiques avec un grain de sel. Nous avons tous entendu diverses versions de ces histoires au fil des ans. Elles ne concordent pas toujours. Après le départ de Carol, je suis resté assise dans ma voiture pendant 20 minutes avant de rentrer chez moi. La rencontre m'avait plus secoué que je ne voulais l'admettre. Voir maman en personne, entendre sa voix, affronter son jugement, tout est remonté. Mais j'avais tenu bon, utilisé son prénom, tourné les talons, et refusé d'engager la conversation. La docteure Carson serait fière. Thanksgiving approchait, et avec lui, le vide étrange de ne pas avoir de projets familiaux. Eric m'a invité chez lui. Il cuisinait pour quelques amis qui n'avaient pas non plus de famille à proximité. J'ai apporté une purée de patates douces et j'ai essayé de ne pas penser au précédent Thanksgiving chez mes parents, avec la dinde sèche de maman, les blagues nulles de papa, et les enfants de Vanessa qui couraient partout. « Ça va ?» a demandé Eric, en me trouvant seul dans sa cuisine en train de faire la vaisselle après le dîner. « Je digère, c'est tout. C'est ma première grande fête complètement seule. Côté famille, je veux dire. Tu n'es pas seul. Tu es ici avec des gens qui t'apprécient vraiment. » J'ai souri. Tu as raison. C'est juste différent. Différent ne veut pas dire mauvais. Noël a été plus difficile. La maison semblait trop calme, trop vide. J'avais toujours adoré décorer pour Noël, un vrai sapin dans le salon, des lumières sur la pergola, des couronnes à chaque porte. Cette année, je n'ai pas pu trouver l'énergie. Le sapin est resté au grenier. J'ai accroché une couronne sur la porte d'entrée et j'ai décrété que c'était suffisant. Eric l'a remarqué quand il est passé le soir de Noël. Où sont toutes les décorations dont j'ai entendu parler? Pas envie, cette année. Il m'a étudié attentivement. Parce que tu es triste à propos de ta famille,
ou parce que tu associes Noël à des obligations familiales? La question m'a fait réfléchir. Les deux, peut-être. J'avais l'habitude d'organiser le dîner de Noël mes parents, la famille de Vanessa, parfois ma tante Linda et ses enfants. C'était épuisant, mais ça semblait important. Maintenant, je ne sais plus ce que cette fête est censée être. Elle est censée être ce que tu veux qu'elle soit. Pas de règles, pas d'obligations. Nous avons commandé de la nourriture chinoise et regardé de mauvais films de Noël. Ce n'était pas traditionnel, mais c'était paisible. Au Nouvel An, je me sentais de nouveau plus légère. Janvier a apporté une nouvelle inattendue. Linda a appelé pour me dire que Vanessa et Kyle se séparaient. J'ai pensé que tu devrais savoir, même si vous n'êtes plus en contact. Ça couvait depuis un moment, apparemment. Kyle en a marre d'être le seul à travailler pendant que Vanessa reste à la maison. Les enfants sont assez grands pour aller à l'école maintenant, mais elle ne veut pas trouver de travail. C'est entre eux. Patricia te blâme, comme on pouvait s'y attendre. Elle dit que le stress de ce que tu leur as fait a détruit leur mariage. J'ai failli rire. Leur mariage est fragile depuis la naissance de Madison. Tout le monde le sait. Je sais. Je voulais juste te prévenir, au cas où Patricia essaierait d'utiliser ça comme munition pour forcer une réconciliation. Elle raconte à qui veut l'entendre que tu dois t'excuser et aider Vanessa pendant le divorce. Vanessa a 28 ans. Elle peut gérer son propre divorce. Je suis d'accord. Je connais juste Patricia. Elle est implacable quand elle veut quelque chose. Linda avait raison. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre à mon bureau, pas chez moi, à mon bureau, ce qui signifiait que maman avait cherché l'adresse. À l'intérieur, 5 pages manuscrites de culpabilisation, expliquant comment mon égoïsme avait détruit le mariage de Vanessa, comment les enfants souffraient, et comment je devais prendre mes responsabilités et les aider financièrement pendant cette période difficile. La lettre incluait un budget détaillé des dépenses de Vanessa, et un montant suggéré que je devrais verser mensuellement, 2000 €. J'ai parcouru la lettre et je l'ai envoyée par email à la Dr Carson, avec une note, est-ce la vraie vie? Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Malheureusement, oui. C'est ce qui arrive quand les membres d'une famille narcissique n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ils intensifient leurs actions. Ne répondez pas, classez-la, au cas où vous auriez besoin d'une ordonnance de protection plus tard. L'idée d'avoir besoin d'une ordonnance de protection contre ma propre mère me semblait surréaliste, mais j'ai gardé la lettre. Février est arrivé, et avec lui, une acceptation progressive de ma nouvelle normalité. Le travail continuait de bien se passer. Le projet de l'hôpital entrait dans la phase de développement de la conception. Eric et moi avons célébré nos 6 mois ensemble avec un week-end à Milwaukee. La vie me semblait stable, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été lorsque je gérais constamment les crises familiales. Puis, début mars, la séparation de Vanessa et Kyle est devenue définitive. Linda a appelé pour me dire qu'ils avaient signé les papiers, que Kyle avait emménagé chez son frère, que Vanessa était maintenant vraiment seule avec 3 enfants. J'ai ressenti une pointe de sympathie, mais aucun regret. Leur problème de couple existait bien avant notre rupture. 3 mois après la signature des papiers de séparation, en juin, environ 1 an après notre dispute initiale, Vanessa et Kyle se sont réconciliés et ont trouvé une location ensemble. Je l'ai appris grâce à des amis communs sur Facebook, qui avaient encore accès aux publications de Vanessa. Apparemment, le frère de Kyle s'était porté garant pour leur bail, et la séparation les avait tous les deux effrayés, au point de suivre une thérapie de couple. Ils avaient séjourné chez les parents de Kyle entre-temps, dans un 2 pièces avec 5 personnes. Donna s'en était plainte constamment sur sa propre page Facebook. J'ai ressenti une pointe de sympathie, mais aucun regret. 2 mois plus tard, en août, 14 mois après que tout se soit effondré, j'ai reçu une lettre par la poste. Mon adresse, manuscrite sur une enveloppe avec une adresse d'expéditeur que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, une seule page. Bula, je suis désolé. Tu avais raison sur toute la ligne. Emménager sans demander était mal. Laisser maman te manipuler était mal. Utiliser les enfants comme moyen de pression était mal. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu veuilles une relation, mais je voulais que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. J'espère que tu es heureuse. Vanessa, je l'ai lu 3 fois, cherchant le piège. Il n'y en avait pas, juste des excuses, simples et directes. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pas encore.
La blessure était encore trop fraîche, et je ne croyais pas qu'une seule lettre signifiait un réel changement. Vanessa s'était déjà excusée par le passé, généralement juste avant de demander une autre faveur. Mes parents n'ont jamais repris contact. Selon Linda, ils ont renforcé leur discours selon lequel j'étais cruel et égoïste. Ils ont raconté à la famille élargie que j'avais mis Vanessa à la porte alors qu'elle était désespérée, omettant commodément la partie où elle avait essayé d'emménager sans permission. Certains parents les ont crus. D'autres sont restés neutres. Quelques-uns, comme Linda, ont discrètement pris de mes nouvelles. Maintenant, 18 mois après ce samedi où Vanessa s'est présentée avec des cartons de déménagement, je suis assise dans mon bureau, avec ses étagères flottantes installées, travaillant sur une proposition de projet qui pourrait mener à une promotion au poste de directrice. Ma maison est toujours mon sanctuaire. J'organise des dîners pour mes vrais amis, des gens qui m'apprécient pour qui je suis, plutôt que pour ce que je peux offrir. Je sors avec un homme nommé Eric, qui est professeur et qui trouve mes talents de rénovation impressionnants. La vie est belle. Parfois, je vois les mises à jour Facebook de Vanessa, via les partages d'amis communs. Les enfants ont l'air heureux. Kyle semble stable. Ils s'en sortent. J'en suis contente. Sincèrement. Leur succès ne nécessite pas ma participation. Et mon bonheur ne nécessite pas leur approbation. Maman et papa vieillissent. Papa a eu 68 ans le mois dernier. Maman en a 65. Tôt ou tard, il pourrait y avoir des problèmes de soins aux personnes âgées, des décisions médicales, la planification de la fin de vie. Je ne sais pas quel rôle je jouerai dans tout ça, si j'en joue un. Peut-être qu'ils me contacteront quand ils auront besoin d'aide. Peut-être que je serai prête à la fournir, à mes conditions. Peut-être pas. Ce que personne ne vous dit, à propos de couper les ponts avec sa famille, ce n'est pas que c'est un seul moment dramatique. C'est une série de petits choix, jour après jour, pour donner la priorité à votre propre bien-être, avant leurs attentes. C'est choisir de ne pas répondre aux appels, de ne pas vous expliquer, de ne pas justifier vos limites. C'est accepter que certaines personnes penseront que vous avez tort, et être en paix avec ça. J'ai sauvé la réception de mariage de Vanessa. Je lui ai donné ma maison, mon temps, mon énergie. Ça n'allait jamais être suffisant, parce que le problème n'était pas ma générosité. C'était leur attente d'un accès illimité à celle-ci. Ma maison est toujours aussi belle. Le jardin reçoit toujours des compliments des voisins. Les rénovations me rendent toujours fier. Mais maintenant, elle est vraiment à moi, pas une ressource que les autres peuvent réclamer quand ça les arrange. La famille passe avant tout, disait toujours maman. Elle avait tort. Je passe en premier. Ma paix passe en premier. Mes limites passent en premier. Tout le reste est négociable. Je ne regrette pas de les avoir exclus de ma vie. Je regrette que cela ait été nécessaire, qu'il n'ait pas pu me respecter assez pour rendre un autre choix possible. Mais la décision elle-même? Je la prendrai à nouveau, sans hésiter. Certains ponts sont faits pour être brûlés.